Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Weckscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce mercredi 13 janvier en Côte d'Ivoire. Nous vous le disions hier soir dans Vox News, le nouveau gouvernement de Daniel Kablan-Duncan vient d'être formé. Si les changements en son sein sont mineurs, 5 ministres sortants, il est à souligner que ce nouveau cabinet offre une présence plus forte aux femmes. Elles sont 4 parmi les 9 nouveaux ministres entrants. Ce remaniement ministériel qui a été réclamé par le président Alassane Ouattara le 6 janvier dernier était attendu depuis plusieurs semaines déjà dans le pays. Si la base de ce nouveau cabinet reste la même, 3 portefeuilles importants changent tout de même de main, la justice, la défense et les affaires étrangères. Un changement important sur lequel le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan n'a pas voulu se prononcer pour le moment. Monsieur Kablan-Duncan s'est en revanche exprimé sur la large place offerte aux femmes dans ce gouvernement et sur les missions qu'il devra accomplir. Nous avons 9 personnalités qui entrent, dont 4 femmes. Ainsi donc le nombre de femmes dans le gouvernement passe donc de 5 à 9, soit donc le cas du gouvernement puisque nous sommes 36, comme vous avez donc noté. L'objectif de ce gouvernement, c'est un gouvernement de mission et de combat. Il faut faire en sorte que nous réalisons rapidement les instructions données par le président de la République et les engagements qu'il a pris devant la nation ivoirienne, de faire en sorte que ce pays devienne un pays émergent en 2020. Politique également en Afrique centrale. Hier, au Congo, un groupe d'associations membres de la majorité au pouvoir a appelé le président Denis Sassou Nguesso à, je cite, faire acte de candidature pour la présidentielle du 20 mars prochain. Pour la DNR, la dynamique pour la Nouvelle République, c'est l'intérêt supérieur du pays qui justifie cette demande. Une exhortation remise au chef de l'État après une grande cérémonie à Brazzaville. La plateforme, qui est parrainée par Denis Christel Sassou Nguesso, le fils du président congolais, a déjà lancé une collecte de fonds afin de soutenir la candidature de Denis Sassou Nguesso. Pour la DNR, le président est, je cite, un homme d'expérience dans l'exercice des responsabilités publiques. Si le président ne s'est pour l'instant pas lui-même déclaré candidat à sa propre succession, rappelons tout de même que la nouvelle constitution promulguée en novembre dernier permet à M. Sassou Nguesso, qui totalise 30 ans au pouvoir au Congo, à se représenter à la prochaine présidentielle. Cela lui était alors impossible avec la précédente loi fondamentale qui datait de 2002. La semaine réussite diaspora se poursuit au Togo. Après la présentation ce lundi des lauréats du concours des talents de la diaspora, hier mardi matin, les travaux du forum ont réellement démarré avec les premiers ateliers thématiques qui ont été organisés à l'occasion. Du travail à l'entrepreneuriat, en passant par la santé ou encore l'humanitaire, différents secteurs d'implication de la diaspora togolaise étaient mis à l'honneur. Reportage de nos envoyés spéciaux Eric Nundou et Bolim Panipongo. Ce mardi 12 janvier, c'était la deuxième journée de la semaine réussite diaspora Togo. Alors, plusieurs panels au programme qui se passent ici, donc, dans une tente placée au cœur du ministère des Affaires étrangères du Togo et une émission qui se passe donc en direct sur la télévision nationale du Togo. Vous la voyez là derrière moi. Et alors, donc, des panels avec des thèmes très importants et des thèmes différents. On a d'abord commencé la journée en parlant d'éducation et de travail avec la présence notamment remarquée du ministre de la fonction publique Gilbert Bawara. Ensuite, il a été discuté justement le thème de la création d'entreprises et du développement de l'entrepreneuriat ici même au Togo. Développement qui peut se faire aussi bien par des Togolais venus de l'étranger, des Togolais installés au pays depuis longtemps qui ont déjà éprouvé cette expérience du retour au pays et du lancement dans l'entrepreneuriat, mais aussi des Togolais qui vivent ici même au Togo et qui veulent développer leur propre entreprise. Enfin, le dernier panel aborde la question de l'action humanitaire menée par des Togolais résidant à l'étranger. Et ce qu'on peut retenir globalement de ce qui a été dit lors de ces panels, c'est qu'il faut une collaboration plus étroite entre les autorités nationales et les Togolais de l'étranger pour pouvoir renforcer le cadre institutionnel
et légale afin de faciliter l'action des Togolais venant de l'étranger. Je vous propose à présent d'écouter quelques témoignages que nous avons recueillis durant cette matinée. Il y a des projets que l'État togolais même nous donne les moyens financiers de réaliser parce qu'ils ont vu le sérieux, la façon dont on est organisé et le résultat qu'on obtient permet à l'État togolais aussi d'atteindre les objectifs du millénaire, les OMD. Et donc jusqu'à aujourd'hui, on est maintenant un partenaire privilégié. On a même signé un accord de siège avec le ministre des Affaires étrangères. Et on est vraiment un partenaire et on nous a donné pas mal d'avantages au Togo. C'est pour dire que vraiment le domaine qu'on a choisi, ça répond à l'attente même de l'État. J'ai fait des formations gratuitement. Il y a plus de 4000 personnes qui viennent à tout le temps. Pendant plusieurs moments, je viens faire l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je peux compter quelques milliardaires en CFA au Togo qui n'ont jamais fait des études en France. Ils ont seulement que suivi gratuitement mes formations. Donc ça veut dire que le terrain est propice malgré les défauts. Le terrain est propice. Donc on peut le faire ici. Il faut avoir de la créativité. Il ne faut pas attendre que tous les feux soient ouverts avant de quitter sa maison. Alors, ça fait 3 ans et demi. Je suis rentré fin juin 2012. Le bilan, c'est mitigé. C'est mitigé, mais je ne désespère pas. C'est justement le thème de ce matin. La persévérance, je continue à persévérer et je me dis il n'y a pas de raison pour que je ne réussisse pas dans mon pays. Ces retours-là, nous en avons besoin, ça c'est indéniable, dans tous les domaines, nous en avons besoin, mais il faut les encourager. Les encourager, c'est mettre des structures en place qui leur permettent d'avoir envie de rentrer, déjà le retour, préparer le retour. Dans quelles conditions? Quel travail? Quel salaire? C'est beaucoup de choses à mettre en place. Mais j'espère que par rapport à cet événement, je pense qu'il y aura une suite chaque année. J'espère qu'il y aura quelque chose qui va se créer autour, qui va donner envie à nos amis de la diaspora de vouloir rentrer. Parce que la vie est quand même belle à Lomé malgré tout. Les Togolais de la diaspora, c'est une mine d'or. Parce qu'ils ont des expériences variées, ils ont un savoir-faire, ils sont confrontés et qu'ils se confrontent à des situations et des contextes parfois difficiles et ils apprennent aussi à se battre. Donc ils forgent une mentalité, un état d'esprit de combativité qu'il faut saluer. Ils apportent énormément, non seulement en venant s'investir dans leur pays, mais aussi à travers toutes les initiatives qu'ils prennent. C'est pourquoi j'ai été très content de pouvoir participer aux discussions de ce matin. Manifestation au nord du continent. Après une protestation des professeurs dimanche contre la brutalité policière, les Marocains sont de nouveau sortis dans les rues de Rabat hier mardi. Cette fois-ci, c'est un projet de réforme des retraites qui est en point de mire. Environ 2000 personnes appartenant aux 4 principaux syndicats du Maroc ont protesté devant le siège du Parlement contre ces projets portés par le gouvernement et plus précisément par le PJD, le Parti Justice et Développement. La réforme prévoit entre autres le relèvement progressif de l'âge légal de départ à la retraite des fonctionnaires de 60 ans aujourd'hui à 63 ans entre 2017 et 2019. Les syndicats manifestants, qui menacent de mener une grève générale si la réforme est définitivement adoptée par le Parlement, reprochent aussi au gouvernement de fermer les yeux sur la corruption et demandent à la démission du gouvernement et de son chef Abdelila Benkiran. Concernant le projet de réforme des retraites, les fonctionnaires déplorent un rejet du dialogue social de la part des autorités. Je vous propose d'écouter ce représentant du syndicat UMT. Cette manifestation est organisée par les leaders syndicaux devant le Parlement pour protester contre le gouvernement d'Abdelila Benkiran, qui refuse le dialogue social en refusant de résoudre le dossier de la retraite de façon participative et qui veut faire payer la facture de cette réforme aux salariés et aux fonctionnaires. Monsieur le Président du gouvernement sera obligé de répondre aux questions sur le dialogue national et sur quel genre de dialogue social sera organisé. Les leaders syndicaux représentés ici disent que c'est un dialogue faussé et qu'il n'y a aucun moyen de discuter avec ce gouvernement.
Dans la Libye voisine, la menace de plus en plus présente du groupe État islamique se renforce. Dans un message vidéo, la branche libyenne du groupe islamiste a appelé hier les Chebabs de Somalie à la rejoindre. Objectif, faire de son fief de Sirte un nouveau pôle d'attraction pour tous les combattants djihadistes étrangers. Pour le moment, les Chebabs somaliens sont toujours placés sous le giron d'Al-Qaïda. L'État islamique libyen leur demande désormais de faire allégeance à l'émir irakien Abu Bakr al-Baghdadi et de rejoindre ainsi les rivaux de Daesh. Ouvrons notre page internationale à présent. Une école de Syrie a été visée hier par un raid aérien russe. Bilan de l'attaque, au moins 12 écoliers et 3 adultes, dont une enseignante, qui sont décédés. L'école était située dans une localité rebelle de la province d'Alep. Au milieu des ruines de l'établissement, on trouve des restes de sacs à dos, des cahiers et surtout des flaques de sang. Un militant rapporte par ailleurs que 3 corps ont été trouvés intacts, mais que tous les autres ont été pulvérisés. Rappelons que la région est le théâtre de combats récurrents entre les forces du président Bachar al-Assad, appuyées par l'aviation russe, et les rebelles. En 5 ans seulement de conflit, ce sont plus de 260 000 personnes qui sont mortes et des milliers d'autres qui ont été forcées à l'exil. Écoutez ces témoignages au sujet du raid russe meurtrier commis dans cette école. Les élèves passaient un examen à l'intérieur de l'école quand un avion a pris pour cible 3 écoles de la région. Résultat, 20 martyrs, dont 12 dans l'école à l'ouest d'Anjara. Certaines des victimes étaient des élèves et leurs enseignants. 8 enfants et des femmes sont morts dans une autre école dans un quartier à l'est. Nous sommes venus ici après la frappe pour retirer les corps des enfants des décombres ainsi que ceux des enseignants tués. Ma sœur en faisait partie. Elle a été blessée à la main. Les enfants étaient démembrés. On ne pouvait même pas les identifier. Certains parents ont reconnu leur enfant uniquement grâce aux habits qu'ils portaient. Nous étions chez nous vers 8 heures du matin quand nous avons entendu la première frappe. Donc nous sommes sortis pour voir ce qui avait été pris pour cible. Puis un missile a touché l'école. Il n'y avait pas de combattants de l'armée syrienne libre à l'intérieur de cette école. Il n'y avait que des élèves d'Anjara et d'autres venant de la province d'Alep. Il y avait aussi des femmes syriennes et des enfants, tous venant du cœur de la Syrie. Souvenez-vous, il y a 6 ans, l'île d'Haïti subissait un terrible séisme meurtrier. Haïti, hier, a honoré la mémoire des plus de 200 000 personnes qui ont été tuées dans la zone ravagée de Port-au-Prince et aussi le sud-est du pays. Pour l'occasion, le président Michel Martelly a tenu à honorer les disparus, mais surtout à réfléchir au fait que le pays porte une responsabilité dans ce qui s'est produit, car selon lui, les immeubles n'étaient pas bien construits et que les autorités n'étaient pas bien préparées. Dans la matinée, le président de la République ainsi que le Premier ministre Evans Paul ont ensuite déposé une gerbe de fleurs au mémorial situé au nord de la capitale et où avaient été enterrées des dizaines de milliers de victimes dans des fosses communes. Les drapeaux du pays étaient en berne et les Haïtiens ont été invités à la réflexion afin de fortifier cet esprit de solidarité et d'entraide qui avait animé chaque Haïtien lors de cette catastrophe selon le communiqué officiel. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du mercredi 13 janvier. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, jeudi, pour votre point quotidien sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Bonne suite de programme sur Vox Africa.